Salam alaikum, Azzoul Flaoun. Bonsoir. Le pouvoir illégitime pense dans son délire avoir plus que quiconque l'autorité de changer la vie des Algériens en imposant son diktat et sa feuille de route qui ne pourra pas venir à bout d'une révolution. Il est insensé de voir, voire même ridicule, d'imposer des élections à un peuple que l'on emprisonne, matraque et humilie. Il est complètement absurde de vouloir faire accepter, encore une fois, un scrutin dont lui seul a les clés et dont les Algériens rejettent totalement, dont l'unique but est de noyer le Hirak. Le pouvoir algérien incarné par des hauts gradés de l'armée est dans une logique de défense. Le ministère de la Défense nationale, comme son nom l'indique, voit l'ennemi partout, même au sein de son peuple, qui pourtant mène uniquement une révolution pacifique qui a pour but de changer un système de gouvernance qui n'arrive pas à satisfaire les revendications des citoyens depuis longue date. Cette main étrangère que ce pouvoir voit partout et agite, même au-delà des frontières, est une pure machination que l'on veut faire admettre à tout prix, dans le but de semer la peur et la terreur au sein des nombreuses franges du peuple. L'enjeu du pouvoir est d'instrumentaliser toute élection pour se remaquiller et retrouver une certaine crédibilité et légitimité. Cette élection est trop bien risquée pour le pouvoir car il s'agit d'un boycott total et non d'un taux d'abstention au niveau du peuple. Le simulacre et la mascarade ne prendront plus. Ces élections qui auraient dû avoir lieu en 2022 mais qui ont été avancées apparaissent comme une tentative du pouvoir de reprendre la main face au retour du Hirak dans la rue depuis fin février. Une campagne électorale terne qui ressemble à un vrai cirque ou je dirais un vrai carnaval Fideshara. Même si les candidats choisissent des petites salles, les sièges sont presque vides. Des panneaux d'affichage à moitié vides et sur lesquels aucune affiche ne survit au-delà de 24 heures. Même si on juge, même si on a jugé plus sûr de les installer à proximité d'un commissariat, rien ne semble indiquer qu'il y a un événement qui se prépare. La campagne pour les élections législatives du 12 juin en Algérie, un scrutin censé apporter une nouvelle légitimité au régime, mais boycotté par une majorité des Algériens, peine à mobiliser la population dans un climat de répression du Hirak. M. Abdelmajid Tebboune déclara à l'hebdomadaire Le Point que le Hirak a perdu sa légitimité. Aujourd'hui, dans ce qui reste du Hirak, on trouve de tout. Il y en a qui crient l'État islamique et d'autres qui scandent pas d'islam. Les manifestants expriment peut-être une colère, mais ce n'est pas le Hirak originel. C'est très hétéroclite, a déclaré Abdelmajid Tebboune à l'hebdomadaire Le Point. Ce pouvoir doit comprendre qu'une page importante a été tournée en Algérie depuis février 2019. Il faudrait qu'il admette qu'il faudrait trouver une issue politique à la fois du côté du Hirak et du pouvoir pour sortir de cette situation de blocage et de crise politique. Des propositions pacifiques et réfléchies ont été formulées pour permettre au peuple de se réapproprier le pouvoir qui a été confisqué depuis l'indépendance par un groupuscule de malfaiteurs et de faux dévots qui ont semé le mal au niveau de toutes les institutions de l'État par l'improvisation, l'incompétence, la corruption, les mensonges et les fourberies. Tout cela devrait cesser si nous tenons encore à ce pays. Le règne de la médiocrité doit cesser. C'est la triste et vraie réalité qui s'affiche avant tout le monde. On ne peut plus la dissimuler.
Algérie, la répression comme seule source de légitimation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Abdel Jabbar, analyste politique depuis le Canada via Skype. On aura aussi le plaisir d'accueillir Rachid Nekaz, activiste politique depuis Alger. Maître Majid Benchir, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger et ancien président de Amnesty Alger aussi. Maître Wardia Elzoul, avocate militante des droits de l'homme depuis Alger aussi. Je pense qu'on a Adel Jabbar est avec nous. On me dit Adel Jabbar, marhaba bik, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. J'accepte toujours avec plaisir de participer à vos émissions. Bonjour à vos invités et un très grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci Adel Jabbar. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans nos émissions aussi, cher ami. Et je pense qu'on a M. Majid Benchir qui est avec nous aussi par téléphone depuis Paris. M. Majid Benchir, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre invitation. Je suis là. Merci à vous. Merci beaucoup. Majid Benchir, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Si on revient un peu ce qui se passe en Algérie, vous suivez très bien donc ce qui se passe surtout en termes de dépassement des droits de l'homme, de la répression qu'on a connue ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel constat on peut faire de la situation, sachant que le régime est en train de préparer ces élections qui sont rejetées par le peuple algérien? Écoutez, en principe, les gouvernants dans la plupart des pays, surtout lorsqu'ils préconisent qu'ils vont avancer vers un système démocratique, donc en principe, dans la plupart des pays, les gouvernants, lorsqu'ils préparent des élections, ils ouvrent les débats. Et même en Algérie, on a constaté à plusieurs reprises, lorsqu'ils annoncent des élections, surtout depuis 1988-89, lorsqu'ils annoncent des élections, ils desserrent les taux, en quelque sorte. Ils ouvrent un peu les débats, au moins pendant quelques semaines, pour que l'on ait l'impression qu'il y a des modifications qui sont en train de se faire dans le sens de la démocratie. Or là, on s'aperçoit que tout se passe comme si les gouvernants pensent que, en faisant peur à la population, en les démobilisant, ils vont améliorer le scrutin et ils vont améliorer la participation. C'est assez incroyable parce que ça prouve une sorte de dépolitisation de l'action des gouvernants, dans l'action des gouvernants. C'est assez incompréhensible. C'est un mauvais calcul à mon sens parce que on ne peut pas mobiliser les populations par la peur. Surtout que nous avons là un peuple qui a montré qu'il n'avait plus peur en manifestant massivement dans tout le pays et en disant qu'il veut un exercice de la souveraineté populaire et qu'il veut un État démocratique non militarisé. Voilà. Mais Majid Benchir, si on revient un peu sur l'interview d'Abdelmajid Tebboune à l'hebdomadaire Le Point, il déclara que le Hirak est une minorité. Ce n'est plus la majorité algérienne qui s'exprime. Et la majorité algérienne, du peuple algérien, sont pour les élections, sont pour le changement, bien sûr entre guillemets, et pour eux, donc on est dans les réformes qui ont été demandées par le Hirak Bini, comme il l'appelait. Vous savez, le meilleur moyen d'analyser une situation, c'est d'éviter d'être dans le déni, c'est-à-dire de nier ce qui se passe effectivement dans un pays ou dans un secteur économique, si c'est un secteur économique. Ici,
pour pouvoir analyser ce qui se passe, quel est le point de vue du peuple algérien par exemple, il faut d'abord éviter de le réprimer et le laisser exprimer ses revendications, surtout qu'il le fait de manière pacifique, sans lui opposer la matraque. Mais si vous réprimez une population et vous dites qu'ils sont d'accord avec vous, il y a une contradiction flagrante. Je crois qu'un des points très faciles à observer des politiques des gouvernants en Algérie, c'est qu'ils commencent par nier d'abord leur propre nature, c'est-à-dire quand ils sont un système autoritaire, depuis qu'ils sont... Avant, ils étaient un parti unique, mais ils disaient qu'ils étaient quand même un système démocratique. Puis, nous sommes dans un système qui a une apparence démocratique, ce que j'ai appelé la démocratie de façade. Mais ils disent que c'est une véritable démocratie. Ils commencent donc par nier l'existence même d'un contrôle politique de la population, des scènes politiques, des partis, des associations, des syndicats. Nous n'avons rien de ce qui permet l'exercice d'élections libres. Nous ne l'avons pas sur la scène politique en Algérie. Rien. Il n'y a ni débat démocratique, ni médias autonomes capables d'organiser des médias démocratiques. Nous n'avons pas de représentativité des partis politiques. Or, c'est absolument nécessaire pour organiser des élections libres. Donc, ils nient leur propre nature et ensuite, ils nient ce que dit le peuple. Ils lui font dire ce qu'ils veulent, eux, qu'ils disent. Et ça, c'est une très mauvaise manière de régler les problèmes politiques. Parce qu'au lieu de donner des solutions à la crise, en niant ce qui a provoqué cette crise, il l'aggrave. Et ainsi, il s'aventure sur une route qui peut être très mauvaise encore, plus mauvaise encore pour le pays. Et c'est ça que personnellement, je souhaite que l'on évite. Il faut voir la situation du pays telle qu'elle est, pourquoi le pays est arrivé à une crise politique, et c'est cela qu'il faut régler, c'est-à-dire il faut à la racine du mal. Le peuple, lui, l'a bien vu, parce que le peuple, lui, il a mis à nu le système politique. Il a dit, ce système politique est militarisé. Et il avait des raisons pour le dire, parce qu'on connaît l'histoire de la mise en place de ce système politique depuis 1962. Alors avant, les gens pensaient qu'on pouvait, par le changement de tel ou tel homme ou de tel ou tel discours, arriver à régler les problèmes, mais maintenant, l'immense majorité du peuple, partout dans le pays, a mis à nu le système et il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il convient de faire pour avoir des élections démocratiques. Comme il sait qu'il n'a pas ces conditions et ces exigences remplies, alors on lui fera dire qu'il va participer massivement, mais il répondra de la même manière qu'il a répondu précédemment, c'est-à-dire en ne répondant pas aux appels des dirigeants. Très bien. Reste avec nous, Monsieur Majid Benchir. On me dit que Monsieur Rachid Nekaz est avec nous, activiste politique, avant de donner la parole à Monsieur Adel Jabbar. Rachid Nekaz, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Salam alaikum, Azul Fellaounsi Nasser Djoudi. Merci à vous surtout pour votre invitation. C'est toujours un bonheur de participer à vos émissions. Je salue donc l'ensemble des intervenants. Je viens d'entendre Si Majid Benchir, dont je partage l'analyse. Barakallahu fik, Rachid Nekaz. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Marhaba bik. Si Rachid Nekaz, quand on fait le constat de la situation politique que vit notre pays, depuis 2019, le peuple algérien s'est soulevé pour qu'il y ait et demande une rupture avec la façon de gouvernance depuis 62, donc une rupture avec le régime. Mais malheureusement, le régime est en total déni de la situation, comme l'a si bien expliqué M. Benchir. Est-ce qu'on peut encore rester dans le déni alors que la population demande un changement radical du système,
pire encore, on essaye de dire que le problème est sécuritaire. On essaye de parler d'une solution autoritaire, sécuritaire, alors que le problème est pur politique. Rachid Nekez. Sidi Hassan Djodi, moi je crois que le problème n'est pas politique. Le problème de l'Algérie aujourd'hui est un problème financier. En 1962, la France et l'armée algérienne se sont entendus pour partager les richesses du pétrole et du gaz. Et donc depuis 1962, c'est l'armée algérienne qui effectivement contrôle les ressources gazières et pétrolières. Pendant 59 ans, le peuple algérien a été résigné. Il s'est soumis à la dictature du parti unique, le FLN, à la mainmise des ressources gazières et pétrolières par l'armée. Mais, alhamdoulilah, depuis 2019, Chab Jazari, le peuple algérien, s'est réveillé de sa torpeur. Mais donc Rachid Nekez, juste pour clarifier ce que vous êtes en train de dire, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, c'est juste pour clarifier, pour que nos téléspectateurs comprennent ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire que depuis le début du Hirak, donc le peuple algérien s'est soulevé parce qu'il pense que le problème en Algérie est un problème financier, mais pas politique. C'est ça ? Non, frère, le peuple algérien croit que le problème est politique, mais le problème n'est pas politique. Le problème de l'Algérie aujourd'hui est un problème financier. C'est pour ça que l'armée ne va pas lâcher le pouvoir. Vous savez, dans tous les pays du monde, il y a une armée, il y a une police, il y a une diplomatie. Mais dans les États de droit, le rôle de l'armée est clairement défini dans la Constitution. L'armée a un budget, l'armée protège les frontières et s'assure qu'il n'y a pas d'ingérence étrangère. Voilà le rôle constitutionnel des armées dans le monde entier. Mais le problème en Algérie, l'armée contrôle les finances du pays. Et l'armée a peur de cette révolution populaire car elle craint que cette révolution populaire aboutisse à l'emprisonnement de l'état-major algérien et au fait que cet état-major algérien ne va plus contrôler le gaz et le pétrole avec des multinationales comme Total, comme Eni ou British Petroleum. Donc tant qu'on n'aura pas réglé la question financière, c'est-à-dire le partage du pétrole et du gaz entre d'une part le peuple et d'autre part l'armée algérienne, nous n'arriverons pas à sortir de cette crise. Je vous donne un exemple. Au Nigeria, il y avait aussi une dictature militaire. Comment le Nigeria est passé d'une dictature militaire à un pouvoir civil? Avec quelque chose de très simple. Chaque année, le Parlement consacre 20% des revenus du pétrole à l'armée. Et c'est de cette façon que l'armée a lâché le pouvoir en le confiant aux civils. Donc l'Algérie doit étudier toutes les transitions démocratiques qu'il y a eu dans le monde. Regardez Mandela. Mandela, je le rappelle, était un avocat. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pour que les Blancs lui cèdent le pouvoir? Il a accepté ce qu'on appelle une transition négociée, c'est-à-dire qu'il y avait un président noir, Mandela, et un vice-président blanc qui s'appelle De Klerk. Et comme ils ont fait connaissance, ils ont appris à se connaître et à ne pas se juger l'un à l'autre, les Noirs ont accepté que les Blancs continuent à maîtriser. Mais c'est ce qu'il demande, le peuple algérien, Rachid Nekez. Il demande une transition politique où les choses sont claires, où il faut respecter les règles du jeu comme on le respecte ailleurs dans des pays qui se respectent. Quand vous dites aussi que le problème est financier, qu'il fallait trouver donc une solution avec l'armée, on sait très bien que le problème, avant tout, avant qu'il soit financier, il est politique, Rachid Nekez. Quand on arrête un processus électoral, quand on assassine un président qu'on a ramené, quand on mène une guerre contre le peuple algérien parce qu'il avait choisi tel parti ou autre parti, on ne peut pas appeler ça un problème financier. Je vais vous répondre, c'est très facile. 1989-1991, l'armée, suite au massacre de 500 jeunes Algériens en octobre 88, a accepté la mise en place d'une nouvelle constitution et le multipartisme. Multipartisme, multimédiatique, il y a eu tous les journaux qui sont nés, tous les partis politiques qui sont nés. Donc jusqu'au 26 décembre 1991, l'armée a accepté que le fils soit un parti politique, participe aux élections et même gagne les élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le fils, en 91, a dit « Le fils a dit,
je vais poursuivre en justice tous ceux qui ont volé l'argent du pays. Et là, les militaires ont eu peur. Qu'ont-ils fait? Ils ont arrêté le processus électoral le 26 décembre 1991, mis en prison 25 000 personnes dans le désert algérien, et d'ailleurs, même le président... Très bien, mais je peux aussi vous donner un exemple qui vous concerne directement, Rachid Nekez. Quand vous avez été emprisonné pendant des mois, déchu de vos droits, vous ne pouvez même pas aller voir votre famille en France. Vous êtes en ce moment, en participant à cette émission, je pense qu'il y a une voiture de police devant chez vous, où on avait discuté juste avant l'émission, et vous n'avez pas le droit de vous déplacer. Est-ce que vous avez demandé, Rachid Nekez, vous-même, les généraux Hadou, pour avoir subi tout ce que j'ai dit? Vous savez, depuis 2014, je n'ai pas de permis de conduire, je n'ai pas de carte d'électeur, j'ai pas de certificat de résidence, j'ai pas de renouvellement de passeport, et on m'interdit d'aller voir ma famille que je n'ai pas vue depuis 570 jours. Mais, je reste un homme politique. Et je ne veux pas que mes problèmes personnels avec le régime m'empêchent d'être lucide et de proposer une solution afin de sortir de la crise politique dans laquelle nous sommes depuis 1962. Je reste extrêmement lucide et objectif. Très bien. Donc vous êtes en train de dire, là vous êtes en train de dire, Rachid Nekez, que nous sommes dans une crise politique depuis 62. Donc le nœud de cette crise qu'on vit, il est politique avant tout. On ne peut pas parler de finances, on ne peut pas parler d'économie, on peut parler d'élections, on ne peut pas parler de droits de l'homme tant qu'on n'a pas réglé la question politique. La question politique, elle est liée aux finances. S'il n'y avait pas de pétrole et de gaz en Algérie, je vous assure qu'il n'y aurait aucun problème. Regardez la Tunisie. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz. Et les militaires ont laissé les civils contrôler le pays, organiser des élections. Il n'y a eu aucun problème. J'étais moi-même en Tunisie 2 fois, en septembre et en octobre 2019, avant d'aller en prison. Et ça s'est très bien passé parce qu'il n'y a pas de pétrole. Je vous rappelle qu'entre 56 et 60, la France a donné l'indépendance à 14 pays africains, sauf à l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a du pétrole et du gaz. Donc le problème politique algérien, c'est un problème financier. Si vous donnez des garanties à l'armée, par exemple 20% des revenus du pétrole qui lui seront consacrés et que personne n'ira en prison, je peux vous dire à 99% qu'ils accepteront. Mais, tant qu'ils entendront la phrase « Itnahaou guerre », je peux vous dire dès maintenant, jamais le pouvoir ne cédera 1% de son pouvoir aujourd'hui au peuple parce qu'il a peur, le pouvoir militaire a peur de se retrouver en prison et a peur de se voir dépossédé de ses richesses. Vous savez, il faut faire comme Mandela. Mandela, il n'a pas dit aux Blancs « Itnahaou guerre ». Non, Mandela a travaillé avec les Blancs. Il a partagé le pouvoir avec les Blancs. Il a mis en place une transition négociée avec les Blancs. Il a laissé aux Blancs le contrôle des mines d'or en Afrique du Sud. Et c'est parce qu'il a laissé le contrôle des mines d'or en Afrique du Sud que les Blancs ont accepté de redonner le pouvoir aux Noirs en Afrique du Sud. Donc je crois qu'il faut s'inspirer de l'exemple de Mandela pour enfin commencer un processus de transition, de négociation avec le pouvoir pour sortir de la crise politique dans laquelle nous sommes depuis 1962 avec la complicité de la France. Je vous rappelle que Total possède 50% de la production pétrolière algérienne, c'est-à-dire 500 000 barils jour. Très bien, restez avec nous, Rachid Nekez. On va, Adel Djebbar, je vous donne la parole. Vous avez entendu Rachid Nekez. Il faut faire une transition à la sud-africaine. Il est en train de dire, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça et à la situation que traverse notre pays? Est-ce qu'on peut parler que le problème est financier, qu'il faut trouver donc un accord avec l'armée pour essayer de résoudre la crise politique? Adel Djebbar. Bon, je ne veux pas d'abord, c'est pour vous et pour les téléspectateurs, je ne veux pas que ça tourne au pugilat entre lui et moi, parce que moi je suis à l'inverse de sa manière de voir les choses. Si je le comprends bien, ce monsieur, je comprendrai aussi que nos parents qui ont fait la révolution, que nos frères qui sont morts, les armes à la main pour combattre une colonisation horrible, atroce, sauvage
et criminels l'ont fait pour le pognon. Ce n'est pas vrai. Les Algériens se sont battus pour l'honneur et pour la dignité. Ils ne se sont pas battus pour l'argent. Quand j'entends ce monsieur parler, j'ai comme l'impression que c'est un vendeur de voitures à Tijil-Labine. Tout est argent pour lui. Il vous raconte des histoires. Moi, je suis un ancien de l'Afrique et je connais. Laissez-moi vous terminer, s'il vous plaît. Je connais l'Afrique comme le fond de ma poche. Et je sais que vous êtes un homme très respectueux. Malish, Yani, je peux comprendre votre frustration par rapport à ce qui a été dit, mais aussi on doit respecter l'intervention des uns et des autres. Malish, c'est Adel. Je n'ai absolument aucun problème pour ça. Ce que je vous dis que l'histoire du Nigeria, c'est du pipeau. Moi, je connais bien le Nigeria. Vous savez ce qui se passe au Nigeria? Le pétrole, le champ pétrolier du Nigeria se trouve au delta. Donc, dans le delta, c'est là où coule à flot le pétrole. Les populations du delta avaient juste 12% du pétrole. Elles sont sorties situer des guérillas armées pour lutter contre le pouvoir central ou le gouvernement fédéral nigérian pour demander un peu plus d'argent. Ils leur ont octroyé 25% des revenus pétroliers. Donc c'est complètement faux de dire que les généraux ont eu. Nous ne sommes pas ici en train de distribuer un argent qui n'appartient pas à une armée de compradors, une armée de mamelouks, à des généraux croupions. Ce n'est pas l'armée qui profite, ce sont une kimchi de généraux, prédateurs, voleurs, antinationaux, qui sont aujourd'hui à la frontière de la haute trahison, parce qu'ils sont en train de négocier ou de vendre la mais Adel Jabbar, ce qu'il dit Rachid Nekez, je vais vous donner la parole. Ce qu'il dit Rachid Nekez, en d'autres mots, c'est de trouver des compromis pour donc donner des assurances aux détenteurs du pouvoir, à quelques généraux, si on peut dire ça, pour essayer de résoudre la crise politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Il vient de dire que la crise n'est pas politique, elle est financière. Nous attestons jusqu'au bout des ongles que la crise n'est que politique. Et cette crise-là a commencé en 1962. Tous les Algériens sont d'accord sur ce plan-là. Je vous apprends autre chose encore. Vous savez, en 1962, quand l'armée des bravaches qui a passé 7 ans en pyjama derrière les lignes est venue recoloniser le pays après avoir signé un bail de transfert de la colonisation avec l'armée française, ces gens-là sont rentrés avec des blindés pour tuer les maquisards de la LN et pour réprimer le peuple et prendre le pouvoir de force. Je vous apprends une chose, je viens de lire un livre extraordinaire, je le recommande à tous les Algériens. Il s'appelle le DRS et les choquantes scènes de torture. Vous allez apprendre une chose, moi ça m'a renvoyé en 1962 quand j'étais à l'école. Je sortais de l'école primaire, nous étions adossés à un orphelinat. Il y avait un orphelinat, 80% des élèves étaient des orphelins, donc c'est des enfants qui sont nés sur la cuisse gauche, comme on dit, donc des X, des naturels, des SNP, ils ont tous disparu quand nous étions rentrés en 6e. Je viens d'apprendre que 80% pensionnaires de Ebla produit des enfants naturels. Donc nous sommes pris en otage avec des gens qui sont des transfuges de l'armée française, qui ont pris le pouvoir en 92, et puis ces enfants-là, ces enfants naturels-là, qui ont une haine mortelle. Donc on ne nous rien. Ces voyous, dans un état de droit qui n'existe malheureusement pas, devraient tous passer en justice et condamnés à vie. Le peuple algérien, quand il a dit il sait qu'il a affaire à des bandits, à des voyous, à des meurtriers, à des voleurs, des prédateurs qui aujourd'hui sont en train de négocier le départ de l'armée algérienne pour aller jouer aux mercenaires hors des frontières de l'Algérie. Donc c'est ça l'oligarchie militaire prédatrice. Donc c'est rien d'autre. Très bien. Reste avec nous, Adel Jabbar. Monsieur Majid Benchir, je vais revenir à vous. Et là, si on revient un peu sur la déclaration du chef d'état-major de l'armée, général Saïd Chinguiriha, qui met en garde contre tout plan ou action visant à perturber le déroulement des scrutins. Là, bien sûr, on se pose la question, on se dit comment l'armée s'ingère donc directement dans ces élections et qu'est-ce que cela veut dire comment peut-on lire donc ces déclarations, Monsieur Majid Benchir?
Je pense que ça s'explique de la même manière que pour la répression. On croit que des menaces ou des actions tendant à faire peur aux populations peuvent conduire les gens à voter ou à accepter. Donc en fait, c'est la même explication que celle que je donnais tout à l'heure en ce qui concerne la croyance de gouvernants que la peur peut permettre de rallier à leur point de vue la population. Mais au-delà de ça, moi je vois plutôt d'une manière très, très calme les choses et je dis le peuple algérien n'a jamais voulu utiliser la force, ni lorsqu'il s'agit d'élections, ni lorsqu'il s'agit de l'expression de ses aspirations et de ses revendications. La voie pacifique, Selmia, qu'a choisi le peuple algérien pour revendiquer, pour lutter pour les libertés démocratiques et donc contre le système, est une voie pacifique. Tout le monde le dit. Tout le monde l'a vu. Jamais le peuple algérien n'a touché un policier, un gendarme, un élément des services de sécurité. Jamais. C'est la voie pacifique qui règne dans les rues lorsque le peuple vient exprimer ses revendications. Alors pourquoi voulez-vous qu'il aille casser le jour du scrutin ? Évidemment, comme dans tous les pays du monde, le jour du scrutin, il peut y avoir un dépassement de la part d'un citoyen ou d'un petit groupe de citoyens. Ça arrive dans tous les pays du monde lors des élections. Mais jamais le Hirak n'a donné une instruction pour utiliser la violence le jour des élections. Il n'est donc pas juste de menacer le peuple algérien parce qu'on prétendrait qu'il recourrait à de la violence le jour des élections. Ce problème n'existe pas. Voilà ce que je pense de cette situation. Il vaut mieux appeler les gens à dire que les élections en Algérie n'ont jamais rien réglé et par conséquent, il faut se mettre à une table de négociation, non pas pour régler des problèmes financiers, mais pour régler les problèmes politiques, c'est-à-dire ceux qui ont été mis à nu parce qu'ils n'ont jamais été réglés, ce qui a été mis à nu par le peuple algérien, à savoir la nature du système politique. Jusqu'à aujourd'hui, le système politique algérien a été autoritaire, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des aspirations des populations, que les décisions politiques sont prises par des groupes restreints, et le peuple veut que cela change. Les choses sont claires, elles sont également simples. Il n'y a pas besoin d'aller vers la périphérie des problèmes. Bien sûr que les pays pétroliers ont des systèmes d'exploitation des ressources qui tournent autour de l'utilisation du pétrole et surtout de son exportation. Ceci n'a jamais constitué une véritable politique de développement. Or, l'économie, les finances, c'est d'abord réglé par des décisions politiques. Les États, ils ont une politique financière, ils ont une politique économique, une politique de développement. Celle-ci peut être en adéquation avec les ressources dont dispose le pays et en adéquation avec les aspirations des populations. Si elle ne l'est pas, si ces politiques ne le sont pas, si elles sont fabriquées par des groupes restreints en fonction de leur intérêt, ceci donne une mauvaise politique financière, une mauvaise politique de développement. Mais c'est toujours de la politique dont il s'agit. Il ne s'agit pas, dans un pays moderne, de répartir les moyens financiers du pays comme jadis les princes répartissent les ressources dont ils peuvent disposer, ou comme jadis les princes prennent au niveau des populations les ressources qu'ils trouvent sur leur chemin pour les utiliser à leur guise. C'est pas ça la politique, ça c'est pas de la politique. Ça, on reste dans un système de, je sais pas comment le qualifier, c'est-à-dire d'un système qui n'a rien à voir avec la construction d'un État moderne.
Très bien. La construction d'un État moderne, si on revient un peu, Majid Benchir, et j'aimerais bien sûr écouter votre analyse par rapport à ça, l'éditorial du Monde qui titre l'Algérie dans l'impasse autoritaire et qui dresse un bilan bien sûr très inquiétant et très négatif de la situation politique en Algérie et l'approche sécuritaire. L'ambassadeur d'Algérie à Paris a réagi. Il dénonce donc une hostilité inouïe par rapport à l'édito du Monde. Avant donc d'écouter votre réponse par rapport à ça, Monsieur Majid Benchir, on va essayer juste de voir ces images du rassemblement de la diaspora algérienne à Paris, malgré donc l'interdiction des marches ou l'interdiction de ces rassemblements, mais il y a eu quand même un rassemblement de la diaspora. On regarde ces images. الشعب يريد الاستقلال 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 يا العصابة ديكاج يا العصابة ديكاج يا العصابة ديكاج يا العصابة ديكاج يا العصابة Monsieur Majid Benchir, quand on entend ces slogans, Sha'b yuridul istiqlal, le peuple veut l'indépendance, l'Aïsaba dégage. Donc ça, c'était pendant le rassemblement de la diaspora à Paris. On ne peut pas cacher ce qui se passe en Algérie. Monsieur Benchir, vous étiez vous-même donc président d'Amnesty International en Algérie. Et quand on lit l'édito du Monde, l'Algérie dans l'impasse autoritaire, le régime a de quoi s'inquiéter ou pas, Monsieur Benchir? Écoutez, il y a deux choses dans les questions que vous posez. Il y a d'une part votre demande de ma réaction par rapport à l'édito du Monde. C'est la première fois qu'il le fait depuis l'éclosion du soulèvement populaire en Algérie. Je commencerai donc par là, puisque c'était votre première question. C'est un édito que j'ai trouvé équilibré. J'ai constaté qu'en Europe, pas seulement en France, il y a de plus en plus des réactions de l'opinion publique, d'intellectuels, de philosophes, d'artistes qui se solidarisent avec la lutte du peuple algérien pour les libertés démocratiques. De plus en plus, on qualifie le soulèvement qu'il y a en Algérie, en Europe et en France aussi, de pro-démocratique. Et c'est un signe parce que ça veut dire, voilà, c'est un mouvement qui réclame des libertés démocratiques. C'est ainsi qu'il qualifie les mouvements que l'opinion publique en Europe soutienne, parce qu'ils luttent pour la liberté. Évidemment, moi, j'estime que, en tant qu'un peu vieux militant des droits de l'homme, ancien président d'Amnesty International, fidèle à cet objectif de promotion des droits de l'homme et de respect des droits de l'homme, je constate que l'idée d'universalité des droits de l'homme, de la nécessité de faire respecter en faveur des populations, de tous les êtres humains, des populations du monde entier, les droits humains, c'est un noble combat, et c'est un combat que l'on retrouve dans l'esprit du Hirak, dans l'esprit du soulèvement, parce qu'il réclame un état de droit, il réclame le respect, il est contre la hogra, et tout ça, ça nous parle de dignité humaine qui est au cœur des droits de l'homme.
si vous tuez un homme, lit-on dans un verset du Coran, vous tuez toute l'humanité. Et donc, vous voyez comment on peut lire cet ensemble. Ceci donc à partir de cet édito du Monde. Je constate aussi que l'édito du Monde, il suit une déclaration du ministre des Affaires étrangères dans le Sénat français à la suite d'une question où il était interpellé sur précisément les violations de plus en plus fortes, systématiques des droits humains en Algérie. Le ministre des Affaires étrangères a répondu très, très clairement qu'il fait confiance à la politique des gouvernants algériens, notamment du chef de l'État, et que celui-ci, ayant promis des réformes, il va donc les accomplir. De surcroît, ajoutait-il, il va y avoir des élections, ignorant ainsi non pas seulement ce que lui dit la sénatrice qui l'a interpellé, mais ce que lui disent divers intellectuels et autres élus en France et en Europe, selon lequel les élections en Algérie, monsieur, n'ont jamais été libres. On ne peut pas faire confiance s'en remettre à des élections libres lorsque ces élections libres n'existent pas. Et donc il y a là aussi une volonté de fermer les yeux sur la réalité qui rejoint le déni des gouvernants en Algérie en ce qui concerne la situation politique, la nature du système et les aspirations des populations. Donc, vous voyez, il y a là, tout compte fait, une sorte de volonté de fermer les yeux sur la réalité, de tourner le dos en même temps aux aspirations et aux revendications du peuple algérien, et dès lors, une incapacité à régler les problèmes. Vous ne pouvez pas à la fois nier ce qui se passe et vouloir aller au-devant des aspirations des populations pour régler leurs problèmes. En Algérie, les élections n'ont jamais réglé les problèmes de la population. J'ai dit dans la presse que les élections en Algérie sont faites pour régler les problèmes entre les différents groupes du système, qui composent le système. Alors vous avez, à un moment, c'est tel groupe qui va l'emporter, c'est les amis de celui qui a été choisi, par exemple, pour présider aux destinées du pays, ou celui qui a été choisi pour présider aux destinées d'une région militaire ou d'une préfecture, etc. Voilà, c'est ainsi que se règlent les problèmes en ce qui concerne les élections dans le cadre de ce système. Évidemment, c'est une très mauvaise voie pour régler les problèmes d'un pays. Et il arrive un moment où la marmite explose, et nous sommes dans cette situation. Lorsqu'une marmite explose, il n'est pas possible de continuer à allumer les mêmes feux pour propager partout le désastre. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Mais en fait, le dernier point que je soulèverai à propos des manifestations que vous nous avez fait voir et entendre, il n'y a pas de différence d'aspiration entre les populations qui ont été obligées à travailler et à rejoindre l'étranger pour vivre et les populations qui sont restées en Algérie. Les gens qui sont en France ou en Europe ou aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ce sont les enfants, les parents, les fils ou les pères de ceux qui sont actuellement en Algérie. Il y a exactement les mêmes aspirations à un changement radical du système politique. Il y a exactement la même aspiration à de nouvelles politiques économiques et sociales dans le cadre d'un système démocratique où la majorité aura droit de gouverner dans le respect des droits des minorités, quelles qu'elles soient. Restez avec nous, on a en réalité plusieurs obédiences religieuses en Algérie, il faut qu'elles soient respectées. Plusieurs cultures, il faut qu'elles soient respectées. C'est cela, le projet démocratique que l'on doit ambitionner pour le peuple. Restez avec nous, Majid Benchir. Rachid Nekaz, si on revient un peu sur l'édito du Monde, l'Algérie dans l'impasse autoritaire, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a réagi par rapport à ça. Mohamed Antar Daoud, l'ambassadeur d'Algérie,
à Paris a dénoncé donc aujourd'hui l'hostilité inouïe à l'égard de l'Algérie affichée par le quotidien Le Monde dans son éditorial de l'édition parue le 5 juin. Il s'est interrogé sur les desseins réels d'un tel acharnement que se renouvelle sciemment à l'approche de chaque échéance politique. Votre réaction, Rachid Nekez? Vous savez, la France, c'est comme Janus. Vous savez, il y a la phase pile et face. La phase file, c'est un pays des droits de l'homme, c'est un pays qui défend les libertés, qui défend les manifestants, et on le voit avec l'édito du Monde. Et la phase face, c'est que la France, c'est elle qui possède 500 000 barils de pétrole par jour, qui soutient le régime depuis 1962. La France, c'est la reine du machiavélisme politique. Donc, ça ne m'étonne pas, mais en tout cas, j'ai remarqué deux réflexions intéressantes dans l'édito du Monde. L'édito du Monde dit que le Hirak n'a pas réussi à proposer une alternative démocratique. Et deuxième chose, il dit que le Hirak n'a pas réussi à mettre en avant des leaders qui le représentent. Et on le sait très bien, toute révolution qui a fonctionné, c'est une révolution qui avait ses leaders, qui avait un programme et qui avait un agenda. Et le Hirak, c'est magnifique sur le plan populaire, c'est magnifique sur le plan du pacifisme, mais il n'a pas de leader, il n'a pas de leadership collégial, il n'a pas de programme, et il n'a pas d'agenda. Donc il est condamné à échouer, comme il a échoué à Hong Kong, où il n'avait pas de leader, comme il a échoué au Venezuela, alors que ça dure depuis 7 ans. Mais j'aimerais mettre l'accent sur une chose. Pourquoi vous dites, Rachid Nekez, qu'il est condamné à échouer quand vous parlez du Hirak, alors qu'on sait que les Algériens sont déterminés? On avait montré les images du rassemblement à Paris à la place de la République, mais aussi les Algériens disent que la page a été tournée par rapport donc au régime en 2019 et que l'idée du changement, l'idée de la rupture avec ce régime, elle est dans les esprits des Algériens, malgré que l'approche du régime qui est la répression, une approche autoritaire, mais les Algériens ne vont pas reculer devant l'idée de la rupture avec ce système. Vous savez, depuis Massinissa, donc 2200 ans avant Jésus-Christ, le peuple algérien a toujours été contre les envahisseurs, que ce soit les Romains, que ce soit les Vandales, que ce soit les Byzantins, que ce soit les Arabes, que ce soit les Turcs, que ce soit les Français, contre le régime militaire. Mais le peuple algérien n'a jamais été uni pour choisir des leaders qui les représentent et pour combattre ces envahisseurs. À l'époque, la richesse de l'Algérie, c'était le blé. Je vous rappelle que l'Algérie, c'était le grenier du blé de l'Europe, et aujourd'hui c'est le grenier du pétrole et du gaz de l'Europe. Et à chaque fois nous avons les mêmes problèmes. Le peuple algérien n'arrive pas à se mettre d'accord sur un leadership collégial, sur un programme et sur un agenda. Et c'est pour ça que depuis 27 mois, le Hirak n'a jamais produit un résultat politique, parce que faire une révolution, ça suppose des règles. La révolution russe de 1917, il y avait qui? Il y avait des leaders. Il y avait Lénine, il y avait Trotsky, il y avait Staline. La révolution française en 1789, c'est qui? C'est 400 avocats. Et je reviens aux avocats. Je tiens à remercier l'ensemble des avocats algériens qui, depuis le début du Hirak, font un travail extraordinaire pour soutenir les détenus d'opinion. Et aujourd'hui, ce sont les seuls, je dis bien ce sont les seuls, qui peuvent représenter une médiation entre le peuple et le pouvoir pour sortir de cette crise la tête haute. Nous avons la chance, dans cette constitution de novembre 2020, d'avoir l'article 52. Cet article 52 est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il permet à l'Algérie de passer d'un régime d'autorisation pour les manifestations, pour les associations ou pour les partis politiques, à un régime de déclaration. Ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin de demander une autorisation au pouvoir, ou pour organiser une manifestation, ou pour créer une association, ou pour fonder un parti politique. Et je tiens à remercier 3 avocats, en particulier, Maître Tarak Maktoum, Maître Yassine Khlifi et Maître Abdelkader Chouhra, qui ont déclaré 58 marches pacifiques dans les 58 wilayas du pays entre le 1er juin et le 12 juin pour protéger les manifestants, pour protéger les femmes, pour protéger les personnes âgées, pour protéger les familles qui manifestent pacifiquement.
dans tout le pays afin de réclamer un état de droit. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment juridique et nous devons faire confiance aux femmes et aux hommes de loi pour sortir le pays de la crise et pour être les arbitres entre le Hirak populaire et le pouvoir militaire pour enfin engager des négociations pour une transition négociée comme l'a fait l'avocat Maître Mandela en Afrique du Sud. Ne l'oublions jamais. Mandela... نعم ولكن سي رشيد نكاز يعني il y a même des avocats qui ont été emprisonnés, le cas de Arslan Abdelraouf qui a été emprisonné dans le cas de Bessa, le juge Saad Eddine Marzouk qui a été révoqué parce qu'il avait soutenu le Hirak. Est-ce que vous ne pensez pas, Rachid Nekez, que c'est une insulte à tout ce peuple algérien qui n'a pas arrêté de marcher depuis 2019, qui a subi une machination extraordinaire pour le diviser, pour essayer donc de lui coller comme quoi c'était des groupuscules terroristes. Et on a tout essayé toutes les manipulations que le pouvoir avait essayé donc de les utiliser pour frapper donc le Hirak, diviser le Hirak. Le peuple algérien est resté uni, Rachid Nekez, et il a subi des répressions qu'on n'a pas vues même dans les pires pays qui pratiquent la dictature. Rachid Nekez. Je soutiendrai toujours les détenus d'opinion, les avocats et les juges qui défendent la mise en place d'un état de droit en Algérie. Est-ce que vous soutenez les Hirak, Rachid Nekez? J'ai toujours dit que je soutiens un Hirak quotidien. Je ne crois pas aux balades du vendredi après-midi, mais je crois en la grève générale, au Hirak quotidien. Et c'est la raison pour laquelle je remercie les trois avocats que je l'ai cités d'avoir déposé des déclarations de marche quotidiennes, je dis bien quotidiennes, dans tout le pays. Je regrette simplement que ces trois avocats n'aient pas reçu le soutien de l'intelligentsia, de l'ensemble des militants de ce pays afin d'engager des négociations avec le pouvoir, mais en position de force. Quel est l'objectif d'un Hirak quotidien? C'est de profiter de la pression populaire pour obliger le pouvoir à entrer en négociation et à mettre en place une transition démocratique en Algérie. Mais il y a quelque chose de très important. Est-ce que vous savez que lors du 118e vendredi, il y a eu 900 arrestations. Lors du 119e vendredi, il y a eu 800 arrestations. Mais lors du 120e vendredi, il y a eu 0 arrestation, 0 garde à vue, 0 mandat de dépôt. Et vous savez pourquoi? Eh bien, il faut remercier Maître Tarek Maktoub, Maître Yassine Khlifi et Maître Choura Abdelkader d'avoir déposé 58 déclarations de marche dans tout le pays et d'avoir informé les 58 procureurs de ces 58 wilayas pour leur dire... Donc vous pensez, Rachid Nekez, vous pensez vraiment que parce qu'il y a eu des déclarations de ces avocats qu'on n'a pas donc opprimé, qu'on n'a pas arrêté le peuple algérien, vous pensez vraiment, Rachid Nekez, vous qui étiez donc emprisonné sans avoir commis aucune infraction, sans avoir commis et vous vous êtes retrouvé en prison. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est une question de déclaration, Rachid Nekez? Vous savez, Gandhi a été en prison, il n'a pas pleuré. Mandela était en prison, il n'a pas pleuré. Vous croyez que moi je vais pleurer parce que le pouvoir me met 15 policiers devant la maison, ne veut pas me donner un permis de conduire ou ne veut pas me laisser voir ma famille? Je ne me plaindrai jamais sur mon cas personnel car mon objectif c'est de sortir de cette crise sans faire les erreurs du fils en 91, les Braille Hasseboum Guerre, sans faire l'erreur de Mohamed Boudir Layakbo, les Braille Hasseboum Guerre. Aujourd'hui, il faut tirer les leçons du passé. Je veux qu'on trouve une solution de crise comme Mandela l'a trouvé avec le vice-président de Klerk. Il faut engager des négociations avec le pouvoir pour que chacun sorte la tête haute. Eh bien, je crois aujourd'hui qu'il faut faire confiance aux femmes et aux hommes de loi
qui soient neutres politiquement et neutres idéologiquement pour être les intermédiaires entre le Hirak populaire que je soutiens et le pouvoir qui a peur de se retrouver en prison et qui a peur de perdre tous ses privilèges. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, nous n'avons qu'un seul pays. Je ne veux pas que leur sang ait été inutile pour sauver l'Algérie. Nous avons libéré l'Algérie, aujourd'hui il faut libérer le peuple algérien. Mais il y a des règles. Le Hirak doit choisir des représentants dans le cadre d'un leadership collégial. Le Hirak doit avoir un programme. Le Hirak doit avoir un agenda pour sortir de la crise. S'il n'a pas de leader, s'il n'a pas un programme et s'il n'y a pas un agenda, le Hirak n'aboutira à aucun résultat très politique. Bien. Ok, Rachid, très bien, reste avec nous. Le peuple s'est libéré, Rachid. Le peuple s'est libéré depuis 2019 et pour lui, il veut sauver l'Algérie. Reste avec nous, Rachid Nekaz. Abdel Jabbar, si on revient un peu sur cette campagne électorale que beaucoup d'Algériens on dit que on peut dire que c'est un cirque في الدشرة ولا يعني carnaval في الدشرة. Quand on revient un peu sur les déclarations de Chorvi, qui est le président de l'autorité nationale indépendante des élections, entre guillemets bien sûr, nous avons enregistré, il déclare, une évolution dans le discours politique durant la campagne électorale. Yani, Saad El-Jabbar, est-ce qu'on est en train de prendre les Algériens vraiment pour des imbéciles? C'est un imbécile qui veut parler aux Algériens d'imbécilité. Ces gens-là sont définitivement sur une autre galaxie. Je vous dis, avec eux, l'Algérie quitte le système solaire, elle se trouve en orbite quelque part dans une galaxie pour essayer de s'accrocher. C'est des gens qui ont subi des cures d'abrutissement depuis 62. Ce régime n'a produit que la bêtise. Les écouter, c'est de la perte de temps. Vous ne retiendrez rien d'autre que la bêtise. Moi, honnêtement, ça me fatigue de parler de ces gens-là parce que je les ai enlevés de mon agenda et je n'ai pas un petit trou dans mon cerveau pour pouvoir les écouter. Ils ne m'intéressent pas du tout, ces gens-là. Maintenant, pour revenir à ces déclarations farfelues qui ont pour objet et pour objectif d'infantiliser les Algériens, de rendre les Algériens, de les transformer en un peuple qui a besoin d'un ombudsman ou d'un tutorat, ça me révolte aussi. Le peuple algérien a fait preuve de génie. Comparé de Klerk ou Nelson Mandela, qui est une icône mondiale que le siècle produit une fois tous les, que le monde ou l'histoire produit une fois tous les 2 siècles, comparer Gandhi, le centre de la non-violence, ou Martin Luther King à notre avocat, pour rester uniquement dans les avocats, avec des pieds nickelés comme ça me révolte. On n'ose pas comparer l'incomparable. Il y a les mines de diamants et les mines de charbon, pour ne pas dire autre chose. Donc qu'on nous respecte, qu'on respecte l'intelligence algérienne. Les Africains du Sud qui ont conquis l'Afrique du Sud pendant 375 ans en imposant leur apartheid, ont construit l'Afrique du Sud pour en faire une puissance économique et militaire. Les caporaux, les gens, ils ont mis 60 ans pour détruire un pays qui a été construit. J'ai mal de le dire, mais je le reconnais, c'est la vérité. Ce pays a été construit par la France. La France, quand elle est partie en 62, elle nous a laissé un pays, elle a mis un siècle à construire, les analphabètes, ils ont détruit l'Algérie. On ne peut pas comparer nos niveau de l'ardoise ou certificat d'études avec Mandela, mais qu'on arrête de nous casser des histoires, de nous raconter des histoires. Parlez du Venezuela. Maduro qui a remplacé Chavez, a été démocratiquement élu par le peuple. Le Venezuela fait l'objet d'un embargo criminel de la part des États-Unis. On lui a désigné un plouc, ce qui était l'ancien chef du Parlement. Ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas pu prendre le pouvoir, parce que 80%, 85% de la population vénézuélienne, et j'ai beaucoup d'amis du Venezuela avec qui j'échange, sont pour Maduro et pour le régime. S'il n'y avait pas les États-Unis, le Venezuela se porterait très bien. Aujourd'hui, c'est une lutte entre l'oligarchie
prédatrice qui veut revenir par le grand port pour reprivatiser la Sonatrach vénézuélienne et les pauvres qui sont légion au Venezuela. Et donc, on ne nous raconte pas des histoires. Moi, je suis anti-oligarchie militaire. Ah, bon, je ne leur cède absolument rien. Ce pays ne leur appartient pas. Ce n'est pas une propriété privée. Nous ne sommes pas dans un champ de coton avec des maîtres et des esclaves ou des moujiks et des maîtres russes. Donc, il faut qu'on respecte donc, je vais vous poser une autre question, mais on va essayer juste de voir quelle situation vivent les Algériens en ce moment, une situation économique et sociale très difficile, bien sûr, et on parle même d'une explosion, comme l'avait dit, c'est bien dit, Majid Benchir. Mais si on revient un peu sur ce qu'a déclaré Chorfi, il avait parlé bien sûr des moyens alloués à ces élections que les Algériens ont qualifiés de simulacre, donc qu'ils ne pensent pas que ces élections vont régler les problèmes des Algériens. Le montant des aides destinées aux candidats âgés de moins de 40 ans dépasse les 460 millions de dinars. Un montant de plus de 460 millions de dinars a été octroyé à 1548 candidats indépendants au titre des aides accordées aux jeunes âgés de moins de 40 ans, nous déclare. Donc, mais j'aimerais bien vous montrer cette vidéo de Msila, donc la colère des habitants de Msila, pas seulement Msila, on peut parler de toutes les régions de l'Algérie. Donc là, c'est une colère bien sûr qui concerne les coupures d'eau, mais aussi on avait parlé de plusieurs problèmes, le problème de liquidité, le problème du lait, même de l'huile. On essaie de regarder ces images et je reviendrai à vous, Adel Jubba. Donc, la réponse des autorités, c'est les gendarmes, c'est la police. Vous avez vu donc ces images, la colère des habitants de Msila par rapport aux coupures d'eau. Adel Jabbar, quand on parle de ces chiffres, de ces moyens, surtout de la somme d'argent qui a été allouée, distribuée comme ça, on sait très bien que ces élections n'ont aucun sens, Adel Jabbar. Est-ce que vraiment ce régime, il est fou, Adel Jabbar? Bon, il est fou ce régime. Dans une Algérie de demain, une Algérie indépendante, où le peuple est souverain, moi je préconiserais qu'en plan de relance, l'élargissement des ailes de psychiatrie de tous les hôpitaux en Algérie. Ces gens-là sont définitivement malades. Pour faire très court, à propos de ce simulacre, de ce cirque-là, je ne trouve pas le qualificatif, disons un cirque électoral. Vous savez une chose, c'est un régime militaire avec un président qui a, avec une constitution super présidentialiste, et puis la PN, l'Assemblée nationale, ce n'est même pas Tebboune qui va les rayer d'un coup de crayon pour leur dire rentrez chez vous, vous n'existez pas. Le dernier des caporaux du DRS qui instruit un ministre pour lui dire faites passer cet avant-projet de loi, et il appelle le chef de l'APN pour lui dire tu donnes instruction à tes bipettes et puis nique-les là pour approuver le texte, tu diras là c'est fini.
on est dans une démocratie militaire. C'est un nouveau concept politique propre à l'Algérie. Ça n'a jamais existé nulle part. Pourquoi dépenser de l'argent? Pourquoi désigner des gens? On sait qu'ils ne seront jamais élus. On le sait. Le peuple tourne le dos définitivement à tout ce qui vient de ce régime. Et ce régime ne produit que la médiocrité. C'est un régime faillant. Et comme en économie, et comme en commerce, et comme dans la gestion, toute entreprise faillante met la clé sous le paillasson. Donc ces gens-là devront remettre le pays à ses propriétaires. Les Algériens accepteront la misère, la pauvreté, tous les problèmes pour pouvoir reconstruire, enfin rebâtir un pays qui deviendra fiable, viable, apaisé et où les gens pourront trouver du bonheur. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire les élections, ceux qui veulent écouter Tebboune peuvent attendre à la gare de Damas le futur TGV qui ne partira jamais, où ils attendront les 400 000 emplois qu'il a promis aux gens de Jilfa. Donc, très bien, Adel Djebbar. Je termine avec l'intelligence du peuple, comme l'a fait quelqu'un qui écrit très bien et qui chie de la bouche, celui qui est venu non pas interviewer Tebboune l'analphabète, mais venir faire un public reportage qui, semble-t-il, aurait coûté 5 millions de dollars aux caisses de la vie. Ces gens ont des centaines de milliers de milliards, ils s'en foutent du peuple, ils s'en foutent royalement. L'Algérie a fait rentrer 24 milliards de dollars en 2020. L'armée coloniale a bouffé à elle seule 2,3 milliards de dollars. Adel Djebbar, je suis pressé un peu par le temps, Adel Djebbar, je suis désolé. Je suis pressé un peu par le temps, mais juste pour vous dire que vous m'avez fait rigoler par cette histoire de TGV qu'on peut attendre donc à Taman Rasst, que le TGV ne partira jamais. Adel Djebbar, restez avec nous. Si Majid Benchir, si on revient un peu, il ne me reste pas beaucoup de temps, très rapidement, je vous donne donc le mot de la fin à vous et à Rachid Nekaz et Adel Djebbar. Comment il arrive, ce régime, donc, à tenir, c'est Majid Benchir, quand on voit donc ce soulèvement populaire depuis 2019, des millions d'Algériens qui n'ont pas arrêté de marcher. Comment il arrive, ce régime, à tenir, alors que il y a eu beaucoup de révolutions ces dernières années, où on a vu des régimes tomber. Mais le régime algérien arrive à tenir toujours. Au contraire, pire encore, il utilise de la répression et contre son peuple et personne n'en parle. Et quand je dis personne n'en parle, je parle des puissances, d'autres puissances. Allô? Madame Majid Benchir, est-ce que vous avez écouté ma question? Allô? Alors, oui, moi je vous entends. J'ai eu une coupure là. Ah, très bien, très bien. Désolé, donc ma question c'était comment ce régime arrive à tenir malgré la pression populaire, malgré le soulèvement populaire, des millions d'Algériens qui n'ont pas arrêté de marcher chaque semaine depuis 2019. Oui. Majid Benchir. Oui. Non, mais vous savez. Lorsqu'un système politique de cette nature s'installe, qu'il arrive à trouver des ressources humaines et matérielles, et il en a à trouver, il peut durer très longtemps. C'est un système qui a quand même duré une soixantaine d'années et qui a organisé une sorte de désert politique, c'est-à-dire qu'il n'a pas été possible pour des militants, des gens qui voulaient un autre système politique, de concrétiser leur aspiration et de mettre en place des organisations. C'est pour ça qu'on parle de désert politique. Il a donc réalisé une emprise, une sorte de domination sur les syndicats, les partis politiques qui ont survécu et qu'il a été autorisé à tel ou tel moment. Mais dans ces cas-là,
la lutte pour la liberté est une longue affaire. C'est une lutte très difficile et très longue. Moi, dès avril 2019, j'ai indiqué, en analysant la situation, les différentes forces en présence, que le peuple s'engage dans une longue lutte pour la liberté. Alors, évidemment, quelqu'un qui estime qu'une lutte pour la liberté, elle doit être acquise au bout de quelques mois ou quelques marches populaires, ne comprend pas. Il impute cela alors aux défaillances du peuple. Vous entendez de temps en temps des gens qui disent « Ah oui, mais le Hirak, il ne peut pas réussir parce qu'il n'a pas de chef, parce qu'il n'a pas de programme. » Or, il n'est pas possible, compte tenu de l'histoire politique de l'Algérie, compte tenu de la désertification de la scène politique, c'est-à-dire de la répression qui a régné, il n'est pas possible d'avoir une scène politique et donc des partis politiques, des associations, des syndicats représentatifs capables de voir ce qui se passe exactement sur le plan politique et comment réaliser des passerelles entre eux pour former des fronts sur telle ou telle question. C'est cela que nous vivons en Algérie. Le peuple ne peut pas inventer comme ça tout de suite une organisation. C'est pourquoi moi très bien. Très bien. C'est très clair ce que vous êtes en train de dire, Majid Benchir, que donc ce combat est un combat donc de longue durée, si on peut résumer. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est qu'on est dans les phases, la dernière phase donc de ce régime? Vous avez parlé de plus de 60 ans, depuis 62, donc ce régime est en place. Mais je n'ai pas beaucoup de temps, si Majid Benchir, en 30 secondes, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris la question. La question, est-ce que vous pensez qu'on est dans la dernière phase de ce régime? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, contrairement à tout ce qu'on dit, là, il faut aller négocier. C'est le pouvoir qui ne veut pas négocier avec les différents acteurs du Hirak. Le pouvoir reste sur sa ligne qui est de sauvegarder le système par les moyens habituels. Ce sont des moyens qui sont connus au cours des dernières décennies. Et donc, il n'est pas possible de reprocher au soulèvement populaire ou tel acteur de ce soulèvement de ne pas préconiser un programme politique. Le Hirak, très vite, a formulé un programme politique contre le système, pour des élections libres, pour un état de droit, etc. Il y a différentes associations qui ont fait des papiers très intéressants qui sont autant de feuilles de route et de propositions politiques. Ce n'est pas ça qui compte. Mais pour pouvoir mettre en œuvre tout cela, il faut que les tenants du système acceptent. Or, ils estiment qu'ils n'ont qu'une seule route à suivre, sauvegarder le système. Merci à vous, Maître Majid Benchir. Rachid Nekez, le mot de la fin. Quand vous avez un pouvoir qui a 300 000 soldats, 250 000 policiers, la reconnaissance de 195 États dans le monde, la maîtrise de toutes les ressources gazières et énergétiques, ce régime-là ne cédera jamais le pouvoir, surtout si les Hirak ne manifestent que le vendredi. Vous savez que ce n'est pas un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire, c'est tous les jours. C'est comme le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est 29 jours continus. Un Hirak qui ne marche que le vendredi n'a jamais fait peur à qui que ce soit. Vous savez, il y a deux façons de faire la révolution. Ou bien coup d'État, ou bien les puissances étrangères qui disent un pouvoir militaire, ça suffit. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est ce qui s'est passé en Argentine dans les années 80, et c'est ce qui s'est passé en Espagne après la mort de Franco. Aujourd'hui, le monde entier, je dis bien 195 États soutiennent le régime militaire algérien. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une révolution en Algérie. La seule chose, d'après moi, qu'on puisse faire, c'est d'entamer des négociations grâce
aux hommes et aux femmes de loi. À titre personnel, je tiens à rassurer tout le monde. Je ne serai plus jamais candidat à une élection en Algérie. Donc que les choses soient claires. Je ne serai plus jamais candidat à une élection en Algérie. Donc ce que je dis, c'est en tant que citoyen, c'est en tant qu'homme qui a un peu de culture historique, un peu de culture politique, un peu de culture juridique. Aujourd'hui, il faut faire confiance aux femmes et aux hommes de loi pour négocier une cohabitation avec le président et l'armée, comme cela a été fait en Afrique du Sud entre Mandela et De Klerk, comme cela a été fait entre Mitterrand et Chirac entre 86 et 88 et 93. Merci à vous, Rachid Nekez. Il faut partager le pouvoir. Désolé. Rachid Nekez, désolé, il ne me reste pas beaucoup de temps. Adel Djebbar, à vous la parole très rapidement, Adel Djebbar. Allah yabarak fik. Je répondrai par 2 mots. Je dis à M. Nekez et à tous les des supporters du régime qui ont un parapluie sur la tête, ils sont 1 million, il y a 40 millions d'Algériens qui luttent pour leur dignité, leur indépendance, leur liberté, pour se réapproprier leur pays. Et moi, je suis هادو ما كتبوش لهم هادو هادو ثاني غدوه يقول لك ربي هو اللي عطانا الارض هذه نقول له عطينا هناك ان كاداستر عطينا باللي cette terre appartient au peuple algérien. Ce que je dis pour terminer, je dis que les idées qui bouleversent le monde marchent à pas de colombe comme le fait le peuple algérien. On ne compare pas l'Algérie aux autres pays, parce que l'Algérie a sorti une révolution des plus éblouissantes, qui a ébloui le monde, les peuples, pas les tenants des pouvoirs. On ne me dit pas qu'il y a 195 pays qui soutiennent cette dictature criminelle, inculte, sauvage et brutale. Il y a la France, et il sait de quoi je parle. La France, c'est le seul soutien politique de ces généraux criminels-là. La preuve, c'est qu'ils ont volé, ils ont détourné de l'argent. Ils sont en France, ils sont installés, ils vivent comme les Baden là-bas, ils ont des certificats de séjour, ils ne sont pas inquiétés du tout. La France a intérêt à sauvegarder ce pouvoir criminel, mais je vous dis, ils tomberont. La révolution va continuer de manière pacifique, le peuple triomphera. Merci à vous, Adel Djebbar. On s'excuse. On n'a plus le temps. Le temps de l'émission est fini. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous mes invités. On n'a pas pu avoir Maître Wardi Al-Zoul qui était prévu donc d'intervenir dans cette émission. Merci à vous.